Je m'appelle Riley Grant, officier de patrouille au sein du département de police de Riverville. Avec seulement 2 ans de carrière, je commençais tout juste à trouver mes marques, mémoriser les codes pénaux, me familiariser avec les rues de la ville et affiner les instincts que les officiers expérimentés maîtrisaient déjà. Malgré les défis, disputes domestiques, contrôles routiers de routine, et les cambriolages occasionnels, je portais mon insigne avec une fierté discrète. La vie dans la police semblait gérable, même si certaines nuits sans sommeil me voyaient rejouer des interventions tendues dans ma tête. Je pensais pouvoir gérer la plupart des crises. Cette certitude a volé en éclats le jour où l'épidémie a commencé. Quelques semaines avant que tout ne s'effondre, des rapports étranges ont commencé à affluer. La répartition mentionnait des appels inhabituels, des agressions avec morsures violentes dans des quartiers résidentiels, des individus résistants aux décharges de taser avec une force inhumaine, et des quarantaines soudaines à l'hôpital local après des blessures inexpliquées en masse. Un rapport parlait même d'un homme traversant un barrage de police malgré plusieurs blessures par balle, laissant les officiers stupéfaits et terrifiés. Les rumeurs circulaient dans le commissariat. On plaisantait sur des zombies, mais c'était de l'humour noir, personne ne croyait réellement qu'une telle chose pouvait arriver. Puis l'appel qui a tout changé est arrivé. C'était un matin lumineux lorsque mon partenaire, l'agent Delgado, et moi avons répondu à un appel au 911 signalant une foule violente en centre-ville. À notre arrivée, c'était le chaos. Des civils paniqués hurlaient, leurs voix aiguës et éraillées se mêlant aux grognements gutturaux des assaillants. Des figures ensanglantées, presque animales, se ruaient avec une vitesse surnaturelle, leurs yeux sauvages et vides. L'air était saturé d'une odeur métallique et de sueur, et le sol glissant de traînées de sang. Partout où je posais les yeux, le chaos régnait, des gens trébuchaient les uns sur les autres, s'accrochant désespérément à une chance de fuir, tandis que les assaillants déchiraient la chair sans aucune hésitation. Ces derniers ne bronchaient pas face aux coups de feu, ils ne s'arrêtaient jamais. Les appels de renfort inondaient la radio, des voix paniquées signalant des incidents similaires à travers la ville. À ce moment-là, le mot « épidémie » grésilla dans nos talkies, et tout ce que nous pensions savoir s'effondra. Delgado et moi sommes retournés précipitamment au commissariat, seulement pour le trouver assiégé. Les infectés nous avaient devancés. À l'intérieur, les officiers s'affairaient à barricader fenêtres et portes, empilant des bureaux, des classeurs et des chaises contre chaque point d'entrée possible. L'air bourdonnait d'ordres criés, du fracas des meubles traînés et du claquement sec des serrures renforcées. La sueur perlait sur les fronts tandis que les mouvements devenaient de plus en plus frénétiques à chaque bruit sourd venant des murs extérieurs. Les gémissements des infectés devenaient plus forts, se mêlant aux cris aigus de peur de ceux qui apercevaient les griffes des assaillants contre les fenêtres. Les couloirs résonnaient de hurlements désespérés, de coups de feu, et d'un autre son, les grognements gutturaux de ceux qui avaient déjà succombé. C'était un bruit comme je n'en avais jamais entendu, un son primal qui glaçait le sang. Nous avons rejoint les efforts, saisissant des armes et distribuant des munitions pour un ultime combat, mais cela n'a pas suffi. Ils ont percé les barricades, déferlant comme une marée de morts. Notre sergent a ordonné la retraite. Delgado et moi avons pris tout ce que nous pouvions, fusils à pompe, rations de survie et trousses de premiers secours, puis nous nous sommes échappés par une sortie latérale. Des civils criaient à l'aide, piégés dans le chaos, mais il était impossible de les sauver tous. Mon estomac se tordait alors que nous les abandonnions, le poids de la culpabilité rivalisant avec la réalité froide que rester aurait signifié la mort pour nous tous. Avec un petit groupe d'officiers survivants, Delgado et moi avons essayé de nous regrouper. Dans les rues, nous avons fait ce que nous pouvions, guider des civils vers des hauteurs ou les orienter vers des zones supposément sûres. À un moment, j'ai trouvé un père terrifié portant sa fille blessée dans ses bras, sa jambe enveloppée à la hâte dans une chemise déchirée. « S'il vous plaît », implorait-il, « elle ne peut plus marcher. » J'ai porté la fillette sur mon dos, sentant ses tremblements contre moi tandis que Delgado assurait notre couverture, criant des avertissements pour que nous continuions à avancer. Le regard du père, mélange de soulagement et de désespoir, m'est resté longtemps après que nous ayons poursuivi notre chemin. Les transmissions radio sporadiques parlaient d'abris d'urgence, mais la plupart se terminaient par des grésillements ou des hurlements. Les rues étaient devenues un paysage apocalyptique, voitures retournées, verres brisés et la puanteur omniprésente de la décomposition. Chaque tentative de sauvetage nous rapprochait de l'infection et de la prise de conscience que le monde tel que nous le connaissions avait disparu. Finalement, nous avons réquisitionné une caserne de pompiers abandonnée.
Ces lourdes portes de garage ont été renforcées avec des poutres métalliques récupérées sur un chantier voisin, tandis que des panneaux de bois et des morceaux de métal ont été utilisés pour barricader les fenêtres. À l'intérieur, nous avons dégagé les débris pour créer des espaces de couchage et organiser des caches de fournitures dans les anciens casiers des pompiers. Le toit est devenu un poste d'observation, avec un officier toujours en alerte pour surveiller les infectés approchant. Mettre tout cela en place n'a pas été une mince affaire. Nous avons travaillé toute la nuit, soudant et martelant sous la faible lumière de lanternes à piles, la peur constante d'une attaque soudaine nous tenant sur nos gardes. Les murs de béton rendaient la caserne défendable, du moins pour un temps. Elle est devenue un refuge. Nous avons partagé nos maigres provisions avec le nombre croissant de civils qui nous trouvaient. Mais la tension de cet enfermement a fini par peser. Des disputes éclataient à propos des rations et des stratégies. Delgado pensait que nous devions partir, chercher la zone de quarantaine militaire dont nous avions entendu parler à la radio. Riley, a-t-il dit un soir alors que nous étions en poste sur le toit, rester ici ne fait que retarder l'inévitable. Les provisions ne dureront pas, et les infectés testent sans cesse nos défenses. On est des cibles faciles. Là-bas, on pourrait peut-être trouver du renfort ou un vrai refuge. Ses yeux étaient déterminés, mais j'y percevais une incertitude qui reflétait mes propres craintes. Je comprends, a-t-il ajouté, plus doucement cette fois. C'est un pari, mais ne rien faire, c'est une condamnation à mort. Poussé par ma loyauté envers Delgado et un pragmatisme brutal, j'ai décidé de partir avec lui. À l'aube, notre petit groupe a quitté la caserne. Nous avons navigué avec prudence à travers les ruines de Riverville, évitant les hordes de morts vivants qui arpentaient les rues. Les provisions s'amenuisaient, et chaque bruit métallique ou gémissement lointain faisait monter l'adrénaline. Près d'un pont censé mener à la zone de quarantaine, le désastre a frappé. Une horde d'infectés a émergé de l'ombre, leurs grognements gutturaux brisant le silence tendu. Delgado a réagi immédiatement, criant « Repliez-vous !» tout en tirant sur la horde. Les infectés l'ont submergé, leur nombre trop important. « Partez !» a-t-il crié, sa voix empreinte d'urgence. Mon instinct me hurlait de l'aider, mais les civils derrière moi, ceux qui me faisaient confiance pour les guider étaient en danger. Le cœur battant, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai tourné le dos, obéissant à son dernier ordre. Ces hurlements ont résonné longtemps après que nous ayons fui. Nous avons atteint la zone de quarantaine alors que la nuit tombait. Une porte renforcée se dressait devant nous, flanquée de projecteurs projetant de longues ombres sur la route jonchée de débris. Les soldats, fatigués et émaciés, ont reconnu nos uniformes et nous ont laissés entrer. À l'intérieur, le camp était loin d'être idyllique. Les files pour les rations étaient interminables, et une tension sourde régnait entre les survivants et le personnel militaire. Mais c'était sûr, pour l'instant. En voyant les portes se refermer derrière nous, un vide s'est installé en moi. L'ancien monde avait disparu, tout comme Delgado. Mais je me suis juré de porter son héritage. Dans cette nouvelle réalité, l'insigne que je portais avait une signification différente. Il ne s'agissait plus de faire respecter la loi, mais de protéger ce qu'il restait d'humanité. Au milieu des ruines de Riverville, j'ai décidé de continuer à me battre, d'honorer le serment que j'avais prêté, et de bâtir un avenir où l'espoir pourrait survivre.